une véritable problématique de société qu'est celle de l'absence criarde des politiques inhérentes aux latrines publiques dans la capitale économique. À l'heure où la modernité n'est plus un luxe, mais une exigence naturelle. Car, par exemple, uriner est un besoin naturel qui peut emmerder quelqu'un n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et lorsque le corps veut dégager en lui un élément dont la cohabitation ne convient plus, il menace, mais d'une drôle de manière. Au point que même là où il est bien affiché, s'il vous plaît, défense d'uriner ici, l'urinipare n'a presque pas le choix. On était en train de faire le sport, mais il n'y a aucun endroit pour se soulager. On se soulage seulement dans les quartiers, et puis il n'y a pas de toilettes publiques dans les quartiers. Oui, l'on reconnaît que le besoin d'uriner est naturel. Mais notre incivisme semble devenir plus naturel que le besoin naturel lui-même. Sinon, comment comprendre que tous les coins et recoins de la ville sont devenus des urinoirs de fortune? Plus un pas dans la ville de l'or noir sans rencontrer un coin pipi. Et davantage aujourd'hui, toute la ville renvoie l'odeur de notre incivisme. Cet incivisme, hélas, est en train de prendre des proportions inquiétantes. Car si l'on peut uriner là où il y a une telle inscription, et juste devant l'inscription, s'il vous plaît, dire que celui qui le fait sait lire. Notre incivisme est donc plus profond qu'on ne le pense. À chacun sa responsabilité. Aux autorités compétentes de repenser les politiques publiques d'assainissement de la ville en érigeant, le cas échéant, des latrines publiques. Aux citoyens de prendre la mesure de la chose pour que nos ruelles et avenues, les murs de nos administrations et de nos parcelles cessent d'être transformés en urinoirs publics sauvages. Ces fêtes de fin d'année-ci, c'est sûr que les passionnés des safous vont bien se régaler. Pas étonnant, c'est la saison des safous, comme vous le constatez. De passage au village Koutou dans le district de Madingokai, département du Kwilu, nous avons été attirés par la vitalité que renvoyaient ces safoutiers. C'est vrai que c'est sa saison. Ici, presque chaque parcelle a un safoutier. Et à une telle période, c'est le sourire pour les familles qui avaient intériorisé l'importance d'un arbre, sinon surtout fruitier. Au moment là, nous sommes là, je suis déjà très content parce que dès que je fais la récolte là, je vais changer les tôles de cette maison parce que à tout moment, je change les tôles à l'aide de ça. C'est la saison de safou. Ça part de novembre jusqu'en février, on va voir en mars. Maximum, ceux qui vont vendre en décembre là, c'est autour de 25 000. Après, au moins 15 000. 18 000, au maximum 9 000, le dernier prix. Regarde comment il produit d'abord. Donc je suis très content de le protéger et de le garder. Il faut que ça puisse bien mûrir avant que je fasse la récolte. La plupart de ces safoutiers du village Koutou donnent, sinon produisent des bons safous, appelés au Gabon les Atonga, au sud du Cameroun les pruniers. Mais quelle route pour les acheminer à Pointe-Noire? On se bat toujours comme ça. Même si la route est critique, mais on se bat toujours pour arriver à Pointe-Noire. Parfois, il faut charger ça à temps pour que tu puisses arriver même au lieu que ça puisse courir. Parce que si ça doit encore en route, c'est pas bon. La route de Ntanyombi jusqu'à Koutou, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est dans ce pluie là, on n'arrive plus. Donc, parfois, quand il pleut, il n'y a même pas un véhicule qui circule. Je voulais même que le gouvernement puisse faire le nécessaire de nous faire la route, comme il nous avait promis. Si vous salivez déjà à la vue de ces Atonga, oui, ce reportage est fait pour ça. Seulement, priez que le président de la République, qui avait, pendant sa campagne électorale, fait remarquer que nous importions même les safous du Cameroun, construise cette route qui va être fortement endommagée par les pluies pour que ces délicieux safous vous parviennent à Pointe-Noire. À un peu plus d'un mois de la rentrée scolaire 2021-2022, les traditionnelles scènes de violence en milieu scolaire se font déjà remarquer, notamment entre les élèves du lycée technique Poitiers-Bernard et ceux du lycée d'enseignement général Victor-Augagneur. Pas plus tard que lundi, les élèves de ces deux lycées voisins en conflit de voisinage se sont encore livrés à des violences qui ont débouché à une confrontation assez importante pour des lycéens, nous a confié une source. La délinquance en milieu scolaire est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, de même que les altercations entre particulièrement ces deux lycées voisins, condamnés pourtant à se côtoyer.
Malheureusement, la collaboration entre ces deux établissements publics demeure difficile au point que ces violences se répètent chaque année le long de l'année scolaire et ce depuis plus d'une décennie déjà. De surcroît, au fil des années, ces actes de violence prennent des allures encore plus agressives et fougueuses. Il ne faut pas sourciller pour dire le pire arrivera si l'on n'y prend pas garde. La délinquance et les violences en milieu scolaire devraient à ce jour interpeller les autorités compétentes en vue de trouver des solutions idoines à cette problématique qui risque de compromettre l'avenir du Congo, car dit le dicton, la jeunesse, c'est l'avenir. Mais comment envisager un bel avenir pour notre pays avec une jeunesse qui se laisse aller au banditisme et à des actes que l'on pourrait qualifier de criminels les uns envers les autres? Que toutes les parties prenantes de l'école comprennent s'il vous plaît l'intérêt de jouer chacun son rôle à l'effet de sauver la jeunesse de ce grand banditisme. Sinon, le Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux à Paris a servi de cadre ce lundi 9 novembre 2021 au lancement du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugo Ngouélendélé, de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, née Adouki, ainsi que de l'ambassadeur du Congo en France, son Excellence Rodolphe Adada. Cet événement inédit va mettre en lumière, durant 2 jours, le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui peut contribuer au développement économique du Congo, puisqu'elle regorge en son sein des potentialités inestimables, comme l'ont signifié l'ambassadeur du Congo en France et le ministre des Sports. Les jeunes diplômés dont les qualifications sont recherchées sont, à n'en point douter, dans cette salle. Nous espérons que ce forum, qui fera la jonction des cadres bien formés dans les domaines recherchés avec leurs futurs employeurs, servira surtout à faire progresser les relations entre le Congo et la France. J'invite les participants à ce forum à saisir les opportunités qui sont offertes par nos partenaires au développement pour se mettre à la disposition du pays pour le bien de tous. À vous, mesdames et messieurs les membres de la diaspora congolaise en Europe. Quelles que soient les motivations qui justifient votre présence en Europe, le temps est venu de porter un regard nouveau sur la terre de nos ancêtres. Comme le proclame notre devise, unité, travail, progrès, qu'il me soit permis de vous rappeler que la mère patrie a besoin de vous et elle vous tend la main, saisissez-la. Et à l'instar d'autres pays africains, la République du Congo a aujourd'hui un besoin crucial de ses filles et fils, jeunes diplômés, travailleurs, chercheurs, entrepreneurs et cadres de haut potentiel issus de la diaspora pour impulser son développement multisectoriel. À ce propos, Monsieur le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso déclarait récemment, je cite, « Avec un peu de patriotisme, la diaspora congolaise peut jouer un rôle capital dans la marche vers le développement. » Fin de citation. Chers invités, sous peu, vous aurez la possibilité de visiter les stands et d'échanger utilement avec les entreprises installées au Congo qui participent à ce premier forum pour l'emploi, nanti de très nombreuses opportunités d'emploi qui sont proposées à la diaspora congolaise dans un large spectre de carrières professionnelles. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier au nom du gouvernement de la République du Congo les entreprises qui se sont investies pleinement pour assurer la réussite de ce projet devenu réalité aujourd'hui.
Plusieurs intervenants de marque ont apporté leur pierre à l'édifice. Il s'agit entre autres de la DG de l'ACPE, du DG du FONEA, le représentant de Canal Plus Congo, le représentant de Brasco et le représentant de la Société Générale. Dans la plupart de leurs interventions, ces responsables ont loué cette noble initiative, puis ont exposé et vanté les mérites de leurs structures respectives qui contribuent de façon multiple au développement du pays par l'emploi et le paiement des taxes. L'objectif de ce rendez-vous est de mettre en relation les compétences de la diaspora et les entreprises congolaises, et l'ACPE assure la médiation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, ce qui aura pour conséquence la réduction du chômage, la régulation du marché du travail au Congo, d'où la tenue de cet événement capital. Et nous, notre mission est celle d'accompagner, de nous assurer qu'en priorité, tous les emplois créés dans le secteur privé soient des emplois occupés par des Congolais. La volonté du gouvernement a été affirmée avec une mise en place d'une législation renforcée qui spécifie avec les dispositions du contenu local que 90% des emplois dans les entreprises privées soient occupés par des Congolais et à 80% dans les postes de top management, c'est-à-dire la direction et un peu au niveau du middle management, que ce soit des Congolais. Alors cela fait appel à des compétences et des savoirs, c'est vrai bien précis, mais également des aptitudes qui sont un peu plus spécifiques selon le secteur dans lequel ces entreprises recherchent. Donc c'est la raison pour laquelle, en partenariat avec les entreprises, puisqu'il faut trouver une alternance justement à un recrutement qui bien souvent est orienté sur des compétences étrangères, nous avons les compétences congolaises un peu partout, que ce soit en Europe ou que ce soit en dehors du continent européen. Ces entreprises ont fait le pari avec nous, je pense que ça va être un pari gagnant-gagnant, de nous accompagner, de venir à votre rencontre pour pouvoir identifier les compétences qu'elles pourront recruter et assurer leur développement au Congo. Pour votre gouverne, la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi, travaille en collaboration avec plusieurs partenaires sûrs qui œuvrent dans la garantie, la sécurité et la sûreté des services mis à la disposition des demandeurs d'emploi et des entreprises congolaises en quête de profils particuliers. Le chômage auquel la jeunesse congolaise fait face est tel que chacun se cherche et cherche à trouver le moyen de s'en sortir dans la vie, ou du moins de survivre. Dans cette quête de survie, bon nombre de jeunes Congolais diplômés sans emploi optent pour l'enseignement par le truchement de certaines formations pédagogiques que proposent les centres de formation, l'en sous-entend agréés par l'État. À raison de 3 mois ou plus de formation pédagogique, nombreux sont ces jeunes qui enseignent aujourd'hui dans les écoles privées et certainement publiques, de la maternelle au lycée. Si certains sont d'accord avec le terme raccourci en parlant de l'enseignement par rapport aux diplômés sans emploi, d'autres pensent que l'on ne devrait pas du tout voir les choses sous cet angle, mais plutôt dans l'angle du manque d'emploi auquel ces jeunes sont confrontés. Avec la précarité de l'emploi, les diplômés sans emploi optent pour l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'ils le prennent comme étant un raccourci, c'est parce qu'en eux, il y a une certaine prédisposition qui peut faire qu'ils enseignent. Maintenant, prétendre que ça soit un raccourci, je dis non, parce que la vocation, elle peut être tardive. Au fur et à mesure qu'ils se forgent une certaine carrière dans l'État, ils acquièrent un certain nombre d'expériences. Ils acquièrent une certaine expérience et cette expérience finit par définir sur le terrain. Donc en gros, ce n'est pas trop comme étant un raccourci. C'est en termes de précarité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Ils ont étudié, ils ont des diplômes. Ils ont une certaine volonté de vouloir entreprendre quelque chose. Maintenant, s'il n'y a pas d'ouverture, là où il y a une ouverture, présentement c'est un peu dans le cadre de l'enseignement. Donc, ils y vont peut-être pas par passion, mais la passion vient après, avec l'expérience. Ils acquièrent une certaine expérience, ils acquièrent une certaine notoriété et ils produisent des faits sur le terrain. Cette ruée vers le domaine de l'enseignement par les jeunes Congolais diplômés sans emploi en quête de vie meilleure montre à suffisance à quel point la jeunesse congolaise tient au travail et au développement, et ce, malgré la précarité des salaires proposés.
Disons simplement que ce n'est pas le raccourci le problème, mais la capacité de transmettre le savoir. Voilà là où le bas blesse dans nos écoles privées comme publiques. Car le chat, qu'il soit noir, qu'il soit gris, pourvu qu'il attrape une souris. Bonjour à toutes et à tous, Mbote Nabino. Suite et fin ce mercredi 10 novembre 2021 à Paris en France du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Pour cette deuxième journée, riche en exposés, plusieurs entreprises qui ont fait le déplacement de Paris ont profité de cette plateforme économique pour lister tous les dispositifs et outils à même d'accompagner les ressortissants congolais qui vont faire le choix courageux de rentrer en République du Congo. Par exemple, Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, n'est pas passée par 4 chemins pour inviter ses compatriotes de la diaspora à faire un choix raisonnable dans le secteur du bois. Le secteur que j'anime travaille en partenariat public-privé avec des partenaires investisseurs, souvent qui viennent de nos partenaires de l'étranger. Ici, on a eu l'exemple de CIB Olam animé par un groupe financier singapourien. Nous avons des capitaux français, nous avons des capitaux italiens et autres. C'est pour vous dire que nous avons besoin de cette mixité pour travailler. Même si nous voulons la congolisation des postes, mais nous n'allons pas travailler seuls. Nous avons besoin des partenaires étrangers pour s'associer à nous, pour développer ce secteur important, comme on l'a dit, économiquement pour notre pays, parce que contribuer à l'économie nationale, mais également, c'est le deuxième secteur pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Je voudrais juste vous dire également, Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers du chef de l'État, Madame la directrice générale, chers compatriotes, qu'il y a beaucoup de métiers innovants dans le cadre de ce secteur. La vente de carbone, la négociation, la diplomatie environnementale. Nous avons beaucoup de métiers émergents dans le cadre de l'écotourisme, le développement de l'écotourisme, ainsi de suite. Nous avons donc besoin de vous pour venir nous accompagner dans le cadre du développement de ce secteur. C'est ce que je voulais dire pour finir. Vous remercie encore, Monsieur le ministre, de nous avoir associés à cette initiative, je crois, première dans notre pays. Je crois que ça n'a jamais eu lieu. Merci. L'une des entreprises pourvoyeuses d'emploi est la Congolaise industrielle du bois, CIB en sigle, du groupe Olam. D'ailleurs, M. Malik, vice-président Afrique-Europe de la CIB, une société gérée avec un minimum d'expatriés, nous fait découvrir son domaine d'action. CIB, c'est une entreprise, comme je dis, c'est installée depuis 1968. Nous sommes les plus grands concessions forestières de bois tropicaux certifiés FSC del monde. Notre totale superficie, c'est 2,1 millions hectares. Et par rapport aux surfaces, juste pour donner une idée, c'est un tiers des surfaces de le pays suisse. Et c'est impressionnant, c'est Congo, c'est un pays qui est cœur de la certification et un des pays au monde qui a commencé avec certification des bois tropicaux. Et notre forêt, aujourd'hui, c'est très très important pour les bois soutenables. Et CIB, c'est un exemple pour le développement forestier soutenable. Aujourd'hui, les bois de CIB, c'est vendu 75% dans les Unions européennes et États-Unis. Et pourquoi c'est possible? Parce que les bois sont certifiés, la République du Congo a adopté les normes certifiées, normes soutenables. À cause de ça, ça donne la possibilité de sociétés comme CIB pour développer notre compétence dans les marchés qui valorisent les qualités des bois du Congo. Une autre structure a eu le privilège de se faire connaître lors de ce premier forum. Il s'agit du réseau des premières. C'est un réseau d'entrepreneurs innovantes. Allons à sa découverte avec le DG de cette structure, M. Fournier. Aujourd'hui, l'objectif du programme est multiple. La première, c'était vraiment déjà de commencer par un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des femmes congolaises. Donc on a pu en faire 2 promotions, je vais vous détailler un tout petit peu après. L'idée vraiment, voilà, c'est donc par l'intermédiaire du programme START. Le deuxième niveau qu'on va bientôt commencer, c'est le programme Go qu'on va déployer. Donc là, comme j'expliquais aussi, c'est vraiment le côté de mettre une création d'entreprise en place. L'objectif dans ce programme-là, avec le soutien aussi de l'AFD, c'est de créer un événement dans le premier semestre 2022, justement lié autour du sujet de l'entrepreneuriat féminin.
de pouvoir parler effectivement de ce qui est possible de faire, de mettre en avant des porteuses aussi, de mettre en avant des femmes qui ont réussi pour inspirer d'autres femmes à le faire. Et enfin, le quatrième point, c'est vraiment de contribuer à promouvoir ces promotions, ces formations avec une structure vraiment autonome. L'idée, c'est pas que ça soit piloté par la France ou par Paris, c'est vraiment que ça puisse exister par soi-même sur l'entité directement au Congo. C'est comme ça en fait qu'on voit les choses, parce qu'en fait c'est une autonomie, une façon de voir et une expertise locale qui est importante, et chaque territoire a ses spécificités. Quant à la société Perenco et Brazamal, elles ont exposé leur potentialité à travers des vidéos explicatives. En somme, la moisson était bonne et le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, avec l'appui de l'ACPE, Agence congolaise pour l'emploi, a eu raison de prendre cette initiative, de mettre en avant le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui est au cœur de ce forum, car il s'agissait de déceler les talents et les mettre au profit d'entreprises pourvoyeuses d'emplois stables. Que vous rappelle le 10 novembre? Ça vous dit quelque chose? Faut ça faire la réflexion, ça peut venir. Oui, je me rappelle. Le 10 novembre. Oui. Je ne peux plus. Comme vous avez sans doute pu le constater, les Congolais en majorité ignorent l'existence de la Journée internationale des stagiaires. Célébrée dans le monde le 10 novembre de chaque année, cette journée a été instituée pour montrer la place et l'importance du stage dans l'amélioration des compétences acquises lors des formations ou des études professionnelles. Elle met également en lumière la nécessité de rémunérer les stagiaires, car selon certaines études menées dans le monde, la plupart des stages ne sont pas du tout rémunérés, faisant passer les stagiaires pour des nécessiteux au prix de la surenchère des stages. En outre, certaines entreprises aux habitudes malveillantes ont transformé les stagiaires en véritables travailleurs, tout en gardant leur statut de stagiaire, au prix, nous semble, de leur naïveté. Pourtant, c'est bel et bien ces stagiaires qui font tourner la machine, un phénomène qui se fait légende dans les pays africains, au Congo particulièrement. Les services d'inspection du travail dédiés à cette tâche sont, l'on dira, démissionnaires. 10 novembre, journée internationale des stagiaires, une journée que tous et surtout les chercheurs d'emploi devraient connaître pour ne pas que cette situation perdure dans le temps et que chacun connaisse ses droits. La journée n'a pas été célébrée chez nous, aucune déclaration gouvernementale autour du stage et des stagiaires, comme quoi, pas d'intérêt, pas d'action. La loi, ce terme revêt depuis son essence un caractère irréversible, en ce qu'il est porteur de commandement, de puissance et d'autorité. Si bien que, toutes les fois qu'une loi est prise ou est votée, cette loi, pleine de puissance et d'autorité, une fois appliquée, suffit à elle seule pour réguler, ordonner et discipliner la vie dans un secteur donné. La même chose qu'une institution, une seule, dotée de l'autorité véritablement indépendante, suffit pour jouer le rôle régalien à elle confié, pour la bonne marche d'un État, le bien-être d'un peuple. Lorsque la volonté de bien faire les choses est là, de bien administrer les autres, de bien diriger le pays, ça n'a naturellement pas besoin de saturation. Ça n'a naturellement pas besoin de trop de lois. 2, 3, voire 4 lois ou institutions pour réguler une même problématique politique, administrative, financière ou matérielle. C'est pour la plupart des cas, lorsque la volonté d'appliquer les lois ou les normes est aux abonnés absents, qu'on procède à la multiplication des lois et institutions, propres à alourdir simplement la machine et finalement à tuer la loi, au grand bonheur des ayatollahs. Voilà qui sous-tend l'assertion selon laquelle trop de lois tue la loi. Le Congo semble passer maître dans cette façon de faire, dénoncée à haute et intelligible voix par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la faveur de son discours d'investiture du mandat en cours. Si déjà les textes d'application posent problème, combien bien plus l'application elle-même. L'on comprend donc aisément que l'on prend beaucoup de textes, l'on institue plusieurs institutions qui se révèlent après être budgétivores pour couvrir certainement notre volonté de ne pas faire appliquer les textes, asphyxiant ainsi le trésor public.
surtout en cette période de vaches maigres. Trop d'institutions tuent l'institution. Des institutions souvent en trop, au point que les missions des unes se confondent à celles des autres. Tenez, pour la seule gestion des finances publiques, une foultitude de services et institutions. Croyons faire de l'orthodoxie financière, bien au contraire, creusons la tombe de nos finances publiques et nous en souffrons jusqu'ici. Alors qu'un seul service financier, avec toutes les branches y afférentes, travaillant avec rigueur et abnégation, suffirait pour une gestion orthodoxe de nos finances publiques. Trop de lois tue la loi, trop d'institutions tue l'institution. Au-delà de tout préjugé, les Congolais de façon générale ont toujours été débrouillards. Les Ponténégrins encore plus, selon que la capitale économique Pointe-Noire, la ville pétrolière par excellence du Congo, a toujours regorgé de petits boulots. Cependant, avec la double crise financière et sanitaire auquel fait face le pays, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour les Congolais. La jeunesse particulièrement. Voilà ce qui fait que cette couche vulnérable de la société s'évertue à mettre en place des petits business pour pouvoir joindre les deux bouts, nonobstant la situation sanitaire et financière critique du pays. C'est pas la crise. J'ai commencé le commerce avant. Donc c'est pas la crise sanitaire qui m'a poussé le commerce. J'ai commencé le commerce avant. C'est le corona qui est venu aider les jeunes. Avant, les jeunes n'étaient pas comme ça. Ils étaient seulement dans les bureaux, ils faisaient seulement d'autres choses. On souvent restait à la maison, se balader. Mais depuis que le site de la Covid est là, le chômage est là, la crise est là. Peut-être qu'avant, les parents s'occupaient des jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'argent. Les parents n'ont plus l'argent. Donc, ils ont préféré aller travailler, acheter de mieux ailleurs pour s'en sortir. La volonté des Congolais à entreprendre n'est pas née de la dernière pluie. Elle n'est pas non plus la résultante des différentes crises auxquelles la République se doit de trouver des solutions, mais plutôt une nature profonde qui laisse entreapercevoir une envie profonde de réussite et de se développer pour s'éviter une mort gratuite dans la Méditerranée comme les autres jeunes à travers le monde. La société congolaise est une société telle que le statut social définit ce que l'on est censé représenter vraiment. Pour ne pas dire que le Congolais tient à ce qu'il projette comme image dans son milieu de vie. La crise sanitaire n'a donc fait qu'accentuer la débrouillardise congolaise en la transformant en une volonté manifeste d'entreprendre dans divers domaines. C'est ce genre de potentiel à l'actif des jeunes Congolais que les autorités se devraient juste de capitaliser et canaliser pour le grand bonheur de la nation. Dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée le 18 octobre dernier par le Premier ministre chef du gouvernement, le Comité technique national de riposte à la pandémie de coronavirus a organisé une formation des professionnels des médias sur la communication en lien avec l'acceptation de la vaccination contre la Covid et la promotion du respect des gestes barrières. Au total, 48 journalistes issus des différentes chaînes de télévision et de radio ainsi que des médias en ligne venus de tous les départements du Congo ont été édifiés sur différents thèmes irrélatifs à la pandémie et à la vaccination. Il s'agit entre autres de la situation épidémiologique vaccinale, de la Covid-19 et principales recommandations de la coordination de gestion de la pandémie au Congo. Dans le cadre de l'opération Coup de poing, la communication dans les médias et riposte contre des rumeurs et fake news. Prenons la parole à l'occasion de cette cérémonie. Le coordonnateur de l'ONG catholique Relief Service, un des partenaires du gouvernement dans la lutte contre la pandémie, confirme leur engagement. Nous souhaitons donc un bon atelier, une bonne formation pour les partenaires du média. Nous savons que la communication, la mobilisation sociale et la promotion des gestes barrières, la promotion de la vaccination vont contribuer significativement dans la lutte contre le Covid au Congo. Ouvrant les travaux, le président de la commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques Covid-19, le docteur Jean-Claude Emeka est revenu sur les objectifs du séminaire. La commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques, avec l'appui de l'ONG catholique Relief Service, se propose d'organiser la présente session de formation de 48 professionnels des médias qui a entre autres objectif
de renforcer les connaissances des médias sur le bien fondé du respect des gestes barrières et la vaccination contre la Covid-19 au Congo, la réalisation des émissions interactives en vue de susciter l'acceptation par la population de la vaccination, la lutte contre les rumeurs véhiculées par certains médias en ligne et audiovisuels. Cette formation, qui a pris fin ce samedi 12 novembre, a permis aux chevaliers de la plume et du micro de s'informer aussi sur des messages clés à diffuser pendant cette période de la pandémie. La formation des professionnels des médias sur la communication en lien avec l'acceptation de la vaccination contre la Covid-19 et la promotion du respect des gestes barrières à l'endroit des 48 journalistes a été sanctionnée par la visite guidée des sites de vaccination contre la Covid-19 de Brazzaville. C'est ainsi que cette délégation conduite par M. Lucien Emmanuel Francky Ibata avec des participants ont tour à tour visité le centre de vaccination de Makelekele, de l'hôpital Mère et Enfants Blanche Gomez et le centre de vaccination de Kombo Matari, en passant par les unités mobiles de vaccination du marché total et du site de vaccination du centre d'hygiène. Partout où la délégation est passée, les stratégies de fréquentation sont soit en baisse, soit la population ne se manifeste pas pour le retrait des passes sanitaires. Le docteur Guy Serge Maungu, chef de centre de vaccination Makelekele, s'est exprimé en ces termes. Ceux qui disent qu'en se vaccinant après la mort survient, non, c'est faux. Jusque-là, dans mon site, on n'a pas encore reçu des cas majeurs de MAPI, donc des effets indésirables majeurs. Non. Oui, ceux qui ont des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, tout ça là, doivent d'abord passer par la consultation du médecin. Ce n'est pas dit qu'ils ne doivent pas se vacciner, ils doivent se vacciner. Mais on doit tenir d'abord compte de leur état. C'est-à-dire, si le taux de sucre peut baisser, on le vaccine. Si la tension se normalise, on le vaccine. Des personnes qui se sont fait vacciner témoignent ici de l'importance du vaccin. Il n'y a rien de grave qu'on entend par-ci par-là, que quand tu prends ça, tu auras des effets bizarres. Non, il n'y a rien du tout. Il y a le Corona-19 au Congo et je demande à ceux qui ne sont pas vaccinés de se faire vacciner. Faisons le point de cette visite. M. Lucien Emmanuel Francky Ibata, président de la sous-commission promotion de la santé et mobilisation sociale Covid-19, reconnaît les avantages et les difficultés rencontrées sur le terrain. Selon le site de vaccination que nous avons eu à visiter, il y a un constat qui peut être spécifique. Donc nous avons commencé au niveau de l'hôpital de base de Makelekele. Je pense que vous avez constaté qu'il n'y avait plus l'affluence, il n'y avait pas des candidats au niveau du site de vaccination. Les équipes étaient là, 100 personnes à vacciner, et ainsi de suite. Donc là-bas, je pense que le constat, c'est beaucoup plus renforcer la sensibilisation de proximité avec les relais communautaires, de telle sorte que les populations qui sont dans les environs de ce site de vaccination puissent aller vers les sites de vaccination. Parce que à Blanche Gomez, en principe, on aurait trouvé beaucoup de candidats. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils nous ont dit que la connexion était tellement rapide, ça a fait que les gens qui étaient là, c'était en l'espace de quelques secondes que les passes sanitaires étaient imprimés. Donc vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une spécificité de la problématique au niveau de chaque site. Toutefois, dans tous les sites visités, ce n'est qu'à Kombo Matari où la population et les agents vaccinateurs sont en contradiction à propos du retrait des passes sanitaires. Mais qu'à cela se tienne, le comité technique national de riposte a pesé de son poids pour faire comprendre à la population de quoi il s'agissait, tout en les appelant au calme et à la sérénité.